Salut tout le monde, c'est Zaki. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo pour la découverte de Fantasyground avec Pathfinder RPG comme corpus de règles et les royaumes oubliés comme univers. C'est une vidéo tuto qui va cette fois-ci parler des combats, comment les gérer dans Fantasyground. Voilà, on va dire l'ambiance a un petit peu changé derrière moi pour cette vidéo là. Donc sans plus de cérémonie, c'est parti. Alors je vais basculer sur un Fantasy Ground qui est différent de celui que vous avez vu la dernière fois, puisque là je suis sur le Fantasy Ground hébergé par le maître du jeu, c'est-à-dire moi pour le coup. Ce que j'ai actuellement sous les yeux à vous montrer, c'est au final une rencontre, un combat qui survient entre un groupe composé de Zakirel Lodranir, qui est ma personnification dans l'univers des Roms oubliés. C'est un demi-elfe, à la fois rôdeur et roublard. C'est un multiclassé. Et le fameux magicien Léonard que nous avons créé, qui accompagne Zakirel dans cette mission qui était une mission de reconnaissance pour tenter de trouver l'entrée de la tanière des gobelins. Et ils sont arrivés devant une grotte qu'ils ont repérée, et en fait ils ont juste à peine eu le temps de se cacher derrière ce rocher lorsque un groupe de gobelins qui semble être accompagné par un hobgoblin assez musclé, peut-être leur chef, viennent de sortir de la grotte. Donc ils se sont planqués derrière, du coup leur champ de vision est masqué par le rocher. C'est quelque chose que moi en tant que maître du jeu je gère au fur et à mesure de où sont placés les personnages. J'affiche ou je masque des choses potentiellement, et du coup ici j'ai le combat de tracker qui me permet de visualiser à quel round de combat nous en sommes, à qui c'est de jouer parmi les différents personnages. Donc au début ça va être la première personne, et en fonction du niveau de l'initiative de chaque personnage. Donc les initiatives des créatures ont été lancées automatiquement. Elles sont hostiles, et les personnages doivent lancer leur initiative. Donc ça c'est ce que je vois en tant que maître du jeu. Maintenant, du côté du joueur, lui a une vision assez restreinte, dans le sens où dans un premier temps, s'il ouvre le combat de tracker avec les petites épées, notre ami Léonard, bien il voit qu'il y a des gobelins qui sont en bonne santé, qui sont hostiles, qui ont leur ordre d'initiative. Ils ont leurs personnages à eux qui sont présents aussi, avec leur propre point de vie, et on est au premier tour de combat. Et ici c'est le bouton qui permet de passer le tour. Voilà. Donc, que doivent faire les personnages? Léonard et Zekirel, ils doivent, ce sont deux joueurs qu'on imagine connectés à la session du maître du jeu. Ils doivent tous les deux faire leur test d'initiative pour le début du combat. Donc Léonard, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur sa feuille de perso, et il va lancer son test d'initiative ici. Donc il peut double-cliquer ici, et il peut dans combat aussi double-cliquer ici. Mais bon, on va faire sur la première feuille. Donc soit il double-clique, soit il glisse jusque dans le chat. Donc c'est parti, il le jette, et donc il a fait 9 plus 6, 15. Je rappelle, il a 6 parce qu'il a sens de l'initiative et 2 en dextérité. Et donc du coup sa position se trouve être 3ème sur la piste de combat. Zakirel de son côté va aussi faire un test d'initiative. Donc là c'est le maître du jeu qui va gérer Zakirel comme si c'était un PNJ, mais imaginons que ce soit un joueur. Hein. Et donc Zakirel, son initiative sera pas énorme, hein. Il a fait 7 plus 2 comme vous pouvez le voir. Donc vous ne pouvez pas le voir justement, c'est un test caché, puisque c'est le maître du jeu qui le fait. Mais en tout cas, si vous regardez le combat de tracker, vous verrez effectivement que Zakirel est positionné avec un 9 en initiative. Voilà. Quant à l'égalité, c'est en fonction de la dextérité des différents protagonistes pour déterminer qui joue en quelle position. Donc nous avons dans l'ordre le gobelin numéro 1, le gobelin numéro 2, Léonard, Durne, qui certainement va avoir un autre nom comme Chef Gobelin par exemple, et le gobelin 3, Zakirel, et Gobelin 4.
Alors quand on commence un tour de combat, il y a potentiellement ce qu'on appelle un round de surprise. Le round de surprise est applicable si au moins une personne était consciente de la menace alors que d'autres n'en étaient pas conscients. Si personne n'est conscient de la menace au moment où le combat commence, que tout le monde est surpris parce que hop, au détour d'un couloir, je ne sais quoi, à ce moment-là, il n'y a pas de round d'initiative, tout le monde commence par rapport à l'initiative. Si tout le monde était conscient de la présence des autres au moment où le combat commence, par exemple une discussion avec plusieurs PNJ et que d'un seul coup quelqu'un dégaine son arme et que le combat commence, bah voilà, tout le monde était conscient de la présence de tout le monde en face de soi, pareil, il n'y a pas de round d'initiative. À moins que quelqu'un soit planqué dans un coin, et lui, il aura peut-être un round d'initiative juste pour lui. Si jamais il est le premier à faire quelque chose, encore une fois. S'il n'est pas le premier à agir, bah, il n'a pas de round d'initiative non plus. S'il y a un round d'initiative, bah, c'est tout simple. Seules les personnes qui sont à l'initiative de l'attaque ou qui sont conscients que le combat commence peuvent jouer. Donc en gros, c'est déterminé par le maître du jeu qui va dire ah bah, toi et toi, vous êtes conscient de ce qui se passe, ou alors vous avez pris l'initiative de faire ça et ça, donc vous avez le droit à un round d'initiative, un round de surprise, pardon. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, le round de surprise? En gros, un round de combat, déjà, de base, il faut savoir que c'est 6 secondes, décomposé en 2 actions. Vous avez le droit de faire une action simple et une action de mouvement, vous avez le droit de faire 2 actions de mouvement, ou de faire une action complexe qui remplace les 2 actions, qui prend le temps de 2 actions. Ça, c'est la base de la base, je vais venir plus en détail sur tout le reste après. Pour ce qui est donc du round de surprise, vous avez le droit à une seule action au lieu de 2 en fait. Donc soit vous allez faire une attaque, donc par exemple une attaque à distance, ou alors une attaque de corps à corps si vous avez commencé le combat directement au corps à corps, ce qui est rare mais peut arriver, ou alors vous allez faire un mouvement. Voilà. Ou alors vous allez faire une action comme lancer un sort par exemple, ou dégainer une arme, parce que c'est une action de dégainer. On peut cumuler un déplacement avec le fait de dégainer une arme, pour peu qu'on ait un bonus de base à l'attaque de plus 1. Donc là vous voyez que je commence déjà à rentrer dans des points de règle où il y a des spécificités. C'est s'il y a telle condition, alors on peut faire telle action. Donc voilà, tout ça c'est des choses qu'il y a besoin de lire, et pour cela je vous renvoie sur le site web à la partie sur le combat qui est donc tout ce bloc là jusqu'à action modifiant l'initiative. Toutes ces choses là devraient normalement être lues pour être capable de gérer correctement un combat. Avec cette partie ici qui s'appelle règle générale, si jamais vous voulez être capable d'utiliser la magie également. Et puis bon, connaître ses compétences, parce que certaines peuvent être utilisées en combat, c'est pas mal non plus. Au moins les compétences que dans lesquelles vous avez mis des points. C'est un minimum. Voilà. Mais au début, souvent pour mes joueurs, ce que je leur explique, et c'est le cas, c'est que je leur dis, dites-moi ce que vous souhaitez faire avec des phrases normales, des phrases en français. J'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, etc. Machin. Et moi, je vais vous traduire en termes de règles. Quelles conséquences ça a, combien de temps ça va prendre, combien d'actions et quel type d'actions ça va utiliser, quels sont les bonus et les malus qui en découlent. Pardon. Et en fonction de tout ça, bah, je veux dire, bah voilà, t'auras pas assez de temps pour faire ceci, pas assez de temps pour faire cela, donc bah, c'est à toi de voir. Ça va prendre tant de temps, ça va prendre tant de temps. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu veux faire parmi tout ce que t'as dit ou alors, bah, tu commences à faire ça, puis tu finiras au prochain tour les actions qui suivent. Voilà. L'idée en question. Je vais couper la musique parce qu'au bout d'un moment, en fait, elle est un peu trop récurrente, un peu trop en boucle. Donc, on va poursuivre comme ça, de façon un petit peu plus calme. J'ai pas spécialement envie de rechercher une autre musique comme ça en plein milieu de la vidéo. Donc, pour le combat, ce qu'on va faire, donc, ben on va partir du principe que c'est Zakirel et Leonard qui ont un droit à un round d'initiative parce qu'ils ont décidé d'attaquer les premiers, et les gobelins qui sortaient de leur grotte n'étaient pas au courant de leur présence derrière ce rocher. Ils ont eu le temps de se cacher juste avant. Très certainement qu'il y a eu un test de discrétion qui a été fait
et ils ont réussi leur test de discrétion par rapport au test de perception des gobelins avant le début du combat. Et donc là, Zakirel et Leonard ont décidé effectivement de passer à l'offensive avant que ces gobelins n'arrivent au corps à corps et qu'ils ne se fassent éventuellement encercler. Donc qu'est-ce qui se passe? Leonard est en premier devant Zakirel pour ce round de surprise, donc Leonard a des choix possibles en fonction de comment dire, de faire soit une action de mouvement, soit une action simple. Leonard choisit de faire une action simple qui est de lancer un sort. Et il décide de lancer un sort qui est son sort de sommeil. Ouais, non, il va avoir du mal à le placer. Pour le moment, on va dire qu'il va... non, il va faire un déplacement. Voilà. Il va faire une action de mouvement, et l'action de mouvement, il choisit de faire un déplacement. Et donc, tout simplement, il va choisir de se mettre un petit peu en retrait, légèrement protégé derrière le tronc de cet arbre. Et il va se préparer à lancer des sorts sur les créatures adverses. Voilà, il a fait un déplacement, donc il était là, il a fait 1, 2, 3, 4 cases. Je rappelle qu'il a le droit à 6 cases de déplacement, donc c'est bon, c'est valide. Et les cases en diagonale, une case sur deux, ça coûte double le déplacement. Donc la première case, c'est normal, la deuxième case, ça coûte double, la troisième case, c'est normal, la quatrième case, ça coûte double pour les déplacements en diagonale. Donc là, 1, 2, 3, 4, 4 cases. Parfait. Il a fait une action, donc c'est à Zakirel de jouer. Hop. Donc Zakirel, lui, qu'est-ce qu'il va faire parmi ses possibilités? Eh bien... le maître du jeu décrit que Zakirel, parce que là c'est lui qui le joue sous forme de PNJ, Zakirel choisit, puisqu'il avait son arc long composite en main, choisit de tirer une flèche vers le gobelin, le seul gobelin pour lequel il a un visuel, puisque les autres, pour l'instant, il les voit pas trop à cause du rocher. Il peut éventuellement jeter un œil discrètement sur le côté pour essayer de les voir. Ça c'est possible, mais ça demande une action de mouvement. Donc là, pour l'instant, il se contente juste de tirer sur celui qui a un visuel. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Zakirel, en fait, ce qu'il va faire, il va sélectionner le gobelin. Et là, vous voyez donc dans le combat de tracker que Zakirel a sélectionné effectivement le gobelin 1. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas partagé avec le maître du jeu la carte de combat, ce qui est un peu débile. Parce que si vous ne voyez pas la carte de combat, vous allez avoir du mal à comprendre tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc en gros, voilà, si je mets les pages comme ça, donc voici la carte de combat. Donc Leonard, il était ici. Et du coup, il s'est déplacé d'1, 2, 3, 4 cases, voilà, pour se mettre derrière cet arbre. Ensuite, après, donc Zakirel, donc c'est à son tour de jouer sur le combat de tracker. Hop. Donc Zakirel, lui, on voit qu'il a target le gobelin 1, et il s'apprête à tirer une flèche. Donc du coup, il va y avoir un jet d'attaque qui va être fait, donc c'est par le maître du jeu pour le coup. Et le jet d'attaque en question, donc, il est fait dans le chat. Vous ne le voyez pas, mais vous voyez quand même à la place que Zakirel Lodranir a fait un hit avec un 24 au total sur le gobelin 1. Voilà. Donc du coup, il a réussi à le toucher. Et donc du coup, il a le droit de faire derrière un jet de dégâts. Le jet de dégâts sur le gobelin. Voilà. On voit donc que le jet de dégâts de Zakirel a fait 6 blessures sur le gobelin. Ce gobelin du coup est en statut disabled au niveau de ses points de vie, donc on le voit aussi dans le combat de tracker. En fait, donc la couleur et le texte changent au fur et à mesure de la perte de points de vie reçue par la créature. Donc disabled, c'est un cas particulier, c'est qu'en fait il est à 0 points de vie, puisqu'en fait dans ce jeu il y a des points de vie négatifs. Le gobelin il a un certain nombre de points de vie, donc là s'il est à 0 c'est qu'il avait 6 points de vie, puisqu'il a passé 6 blessures, donc il est passé de 6 blessures à 0. Quand on est à 0 on est chancelant, disabled en anglais, et donc chancelant ça veut dire que
La prochaine action qu'on fait, prochaine action fatigante que l'on fait, nous fait tomber dans les pommes et perdre un point de vie. Nous fait rendre inconscient. Et quand on est en point de vie négatif, on perd un point de vie par tour tant qu'on n'est pas stabilisé, c'est-à-dire que nos blessures ne sont pas refermées d'une manière ou d'une autre. Et si jamais on atteint un nombre de points de vie négatifs égal à notre valeur de constitution, on meurt. C'est comme ça qu'on meurt dans le jeu. Donc le gobelin, il est pas très bien, mais il est toujours debout, mais on sent qu'effectivement il a deux doigts de s'effondrer suite à la flèche qu'il a reçue en plein dans la gorge là. C'est pas dans la gorge, mais pas loin en tout cas. Du coup, le round de surprise c'est fait, et on va passer au premier vrai round de combat. Donc au niveau du combat tracker, voilà, le maître du jeu positionne le tour au niveau du gobelin numéro 1. Donc c'est un gobelin qui est équipé d'une lance, puisque et il a aussi des javelines accrochées dans le dos, puisque son visuel est celui qui est décrit par le maître du jeu. Alors le maître du jeu peut toujours à tout moment vous afficher des images pour un petit peu, on va dire, faire que ce soit un petit peu plus sympathique au niveau du visuel. Par exemple, il peut choisir de vous partager cette image-ci, ce qui fait qu'elle s'affiche sur votre sur votre table de jeu, et vous voyez effectivement à quoi ressemblent les gobelins en général, ou en particulier quand il y a un seul personnage, il vous dit voilà, c'est cette personne-là, ressemble à ça. Donc voilà à quoi ressemblent les gobelins, et donc celui qui possède une lance là, voilà, il vient de se prendre une flèche. Donc premier tour de combat, c'est le gobelin numéro 1 qui est chancelant justement. Suite à la blessure qu'il s'est pris, il va tenter de prendre la fuite. Donc il se met à se déplacer, donc vous le voyez disparaître hors de votre champ de vision. Si ce n'est que en se déplaçant, Léonard en fait a un nouveau champ de vision. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un champ de vision beaucoup plus grand qui va permettre en gros de voir les choses à peu près comme ça. Sauf que au niveau de l'entrée de la caverne, par rapport au champ de vision de Léonard, il y a un petit morceau de la caverne, c'est pas forcément très grave. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a un petit morceau de la caverne qui n'est pas visible. Voilà, un truc comme ça à peu près. J'aurais pu ne pas faire ce dernier morceau. Mais effectivement, voilà, la situation a changé, la nouvelle position de Léonard et la discussion permanente entre les différents aventuriers permet de, puisqu'on a le droit de parler de façon libre, et ça ne coûte pas d'action, du moment que c'est pas des récits de 30 tirades de long, parce que je rappelle qu'un round dure 6 secondes. Donc voilà, on peut quand même parler rapidement, dire ah ils sont 5, ils approchent, machin truc. Et donc du coup voilà, Zakirel sait qu'effectivement ils sont bien 5, et qu'il y a 2 lanciers, 2 archers, un gobelin, puis il va bien de toute façon jeter un coup d'œil au cours de ce tour-ci, donc voilà. Faut garder en tête que les actions d'un combat se passent tout en même temps, mais on fait du tour par tour au niveau des règles du jeu. Donc le gobelin, il tente de se barrer, donc il était sur cette case-là, et il tente de partir, voilà, donc il se déplace, etc., de case en case, et en fait, on va dire par exemple qu'il arrive là, et le déplacement c'est une action fatigante, du coup en fait, ce qui se passe c'est qu'il prend une blessure supplémentaire, et donc du coup il tombe inconscient, et on voit que du coup au niveau de sa barre de vie, que vous avez donc représenté par les mots-clés dans le combat tracker, il est dying, il est en train de mourir. Et son petit rond là qui est au niveau de sa petite vignette, il est gris. Voilà. Donc le gobelin 1 il a pas fait grand chose, mais dans tous les cas il a fini son tour, donc c'est au tour du gobelin 2. Alors voilà, sur le chat, on voit que le gobelin a pris un dégât supplémentaire parce que chaque tour où une créature est en train d'agoniser, il y a un jet pour savoir s'il arrive à se stabiliser naturellement. Si ce n'est pas le cas, il perd un point de vie par tour jusqu'à mourir. Et il fait un jet chaque tour. Voilà. Donc c'est au tour du gobelin 2, c'est un gobelin archer, qui du coup lui va tenter de contre-attaquer, donc il a vu le tir partir de Zakirel, donc ce qu'il va faire c'est qu'il va se déplacer 1, 2, 3, 4, 5,
6, par exemple, il se déplace là. Et avec son arc qu'il avait déjà en main, il va tirer sur Zakirel. Donc du coup, il fait une petite attaque d'arc court sur la tronche de Zakirel. Et il rate. Voilà. À ceci près que cette attaque, normalement, doit être impactée par un éventuel malus. Je vous explique pourquoi. Lorsqu'on fait une attaque à distance, on prend l'un des 4 coins de la case occupée par le personnage. Donc l'un des 4 coins de ce gobelin, eh bien, on peut prendre par exemple le coin qui est devant. Et lorsque vous faites un clic droit et que vous prenez les pointeurs, et que vous prenez non pas un cône, un cercle ou un carré, vous prenez la ligne, la flèche, vous pouvez laisser enfoncer pour tracer une flèche qui vous dit la distance en pied, mais surtout pour la ligne en fait. Et il faut en fait que cette flèche, lorsque vous la lâchez, et lorsque vous la reprenez et que vous la mettez sur les autres coins, il faut en fait que votre flèche soit capable de traverser, enfin d'atteindre les 4 coins d'une figurine adverse enfin de votre cible, sans passer par un obstacle. Or, ici il y a un obstacle, on traverse le rocher, pour toucher ce coin là. Les autres coins ça va, mais celui-ci il y a un obstacle. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, pour une attaque à distance, s'il y a au moins un des 4 coins qui n'est pas atteignable, mais que il y en a au moins un qui l'est, la cible bénéficie d'un abri. Si jamais j'avais été là, j'aurais pas eu d'abri. Il m'aurait attaqué, il n'y avait pas de malus, etc. Par contre ici, j'ai une partie de mon corps en fait qui est cachée par le rocher, et je peux potentiellement tenter d'esquiver la flèche plus facilement en essayant de me protéger un peu plus par le rocher. Je rappelle que les combats sont dynamiques hein, dans la réalité. Et donc, cet abri m'aide à me protéger. Donc du coup, j'ai un bonus de plus 4 à ma classe d'armure grâce à ce rocher. Ce qui peut se traduire par un malus de 4 au jet d'attaque du gobelin. Donc en fait, l'attaque que je viens de faire en tant que maître du jeu, il aurait fallu que je mette un malus de 4. C'est-à-dire, j'aurais utilisé ici, moi en tant que maître du jeu, le modifieur, avant de faire mon jet de gobelin. Bon, pour le coup, de toute façon, il n'avait pas touché. Mais voilà, c'est important de le savoir. Si jamais Zakirel, par contre, il est planqué derrière le rocher contre le rocher, là, mon gobelin ne peut tracer aucune ligne qui touche un des coins de Zakirel. S'il n'y a aucune ligne de traçable, ben, je suis tout simplement invisible par rapport à ce gobelin, et donc il ne peut pas me tirer dessus, ce qui est totalement logique. Mais je suis là. Voilà. Donc il m'a pas touché, il a fait donc une action de mouvement pour se déplacer, et il a fait une action simple pour tirer. Quand on utilise un arc, on peut recharger très rapidement, c'est pas gênant, ça ne prend pas d'action particulière de recharger. Ensuite, c'est à Léonard de jouer, donc au niveau du combat de tracker, voilà, le gobelin passe son tour et c'est à Léonard de jouer. Donc Léonard, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va lancer un de ses sorts, donc on va regarder parmi les sorts. Léonard, il va lancer par exemple un sort de sommeil. Donc ce qu'il va faire, le sort de sommeil, il peut regarder le descriptif, il voit donc que c'est une portée de 100 pieds plus 10 pieds par niveau, donc en gros c'est une portée de 12 mètres plus 3 mètres par niveau. Ça fait donc, au niveau de l'effet, c'est un cercle de... Toc toc toc, que je dis pas de bêtises, un cercle de 3 mètres de rayon. Donc 2 cases de rayon. Et du coup, il y a un effet à faire. Donc c'est parti, démonstration. Donc notre ami Léonard, il va caster son sort de sommeil, voilà, il indique comme quoi il le caste. Ça permet aux gens qui connaissent la magie de faire potentiellement un test de l'art de la magie pour reconnaître le sort. Et ensuite après, il va sélectionner en fait les créatures en question. Donc il y a plusieurs manières de sélectionner dans le jeu. Lorsque vous voulez sélectionner une créature pour faire une attaque ou un sort, vous pouvez faire un contrôle-clic dessus. Et comme vous pouvez le constater, ça met la target ou les targets avec des contrôle-clics en dessous de mon personnage dans le combat tracker. Mais il y a d'autres moyens de le faire. Un autre moyen, c'est
par exemple pour les sorts, de tracer justement la zone d'effet. Donc on a vu que mon sort de sommeil c'était un cercle de 3 mètres de rayon. Donc je peux faire un clic droit, pointeur, faire dessiner un cercle, et là je dessine un cercle de 3 mètres de rayon. Donc 3 mètres de rayon, c'est 2 cases de rayon, donc là voilà toutes les cases qui seraient affectées par un sort de sommeil. Et j'ai une portée jusqu'à 12 mètres plus 3 mètres par niveau, donc j'ai une portée de 15 mètres, donc ça veut dire que je peux mettre le centre de ce cercle jusqu'à 15 mètres de distance de moi, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cases, certaines sont doubles, ça fait 9 cases, c'est largement bien. Donc là par exemple je peux me mettre ici, et tenter de faire du coup un sort de sommeil. Et on voit que dans ce cercle sont affectés parmi les cases le gobelin 4, le gobelin 3 et le chef gobelin. Du coup, si je clique sur le save, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sort de zone comme ça, soit ça va justement faire l'effet de sauvegarde pour tout le monde, soit il faudra, après avoir fait le cercle, que je fasse un contrôle-clic pour sélectionner chacun. Mais on va essayer, je fais le save. Voilà, du coup, ça n'a pas lancé de G, parce que il faut que je les target tous les trois, pour voilà, les avoir ici. Et là, si je fais le save, voilà, on voit des jets de dés qui ont été faits par le maître du jeu en cachette, c'est des jeux automatiques. Et donc, qu'est-ce que ça nous indique comme information? Eh bien, que le chef gobelin a loupé son jet de sauvegarde, il a fait 11 par rapport à une difficulté de 15. Le gobelin 3 a fait 3 par rapport à la même difficulté, et l'autre a fait 10 par rapport à la même difficulté. Donc en fait, tous les trois sont affectés par le sort, et donc tombent inconscients au sol. Ce qui est plutôt bien, justement, pour le coup. C'était l'effet escompté. Donc voilà, je peux par exemple coucher les gobelins comme j'ai l'habitude de faire. D'ailleurs, j'ai pas couché celui qui était agonisant. D'ailleurs, quand ils sont endormis ou sonnés, enfin qui sont pas en train d'agoniser, je les couche généralement moi en tant que maître du jeu dans l'autre sens. Donc voilà, donc ils sont endormis. Et ce que peut faire du coup pour compléter sa gestion du truc, ce que peut faire donc le joueur, c'est cliquer sur l'effet pour appliquer l'effet donc helpless, qui veut dire donc sans défense, sur les créatures qui sont en target. Donc si je clique là, voilà, j'applique l'effet helpless sur les trois en question, et on a un petit icône qui est apparu qui veut dire helpless, donc qui veut dire sans défense, puisqu'ils sont endormis. Donc voilà comment ça marche, et je peux donc désélectionner mes cibles pour tranquillement éviter qu'il y ait des flèches un petit peu partout dans tous les sens. D'ailleurs, cette tirage, j'aurais pu désélectionner la cible. Juste un point que je ne vois pas trop pourquoi pour le moment, mais sachez que ça existe. Normalement, ici, au-dessus de l'image, il y a des icônes qui permettent, en fait, quand on clique dessus, je fais un clic et je peux target, je peux sélectionner une cible avec ces icônes, et je peux clear target, c'est-à-dire que je peux d'un seul coup enlever toutes les cibles. Et du coup, en fait, en faisant un cadre de sélection, je peux sélectionner une ou plusieurs cibles. Et là, les icônes n'y sont pas, ça doit être un point de réglage dû à une dernière mise à jour qui a sauté. Donc, parce que d'habitude on les a, donc voilà, il y aura des icônes qui seront présentes, qui permettront effectivement entre autres deux icônes qui permettent de faire un cadre de sélection pour sélectionner une ou plusieurs targets, et l'autre qui permet de clear target pour les enlever d'un seul coup. Sinon, les contrôle-clics permettent de faire ce que je viens de faire. Donc voilà, Léonard, il a lancé un sort, il a endormi 3 créatures, ce qui est très bien, et ensuite après, il va se replacer derrière le rocher pour éviter de se faire tirer dessus par l'archer. Maintenant, pour les besoins du combat, pour que ça dure un petit peu plus longtemps et que vous compreniez certaines choses, je vais faire comme si le chef gobelin avait lui résisté au sort. Voilà, ne m'en veuillez pas, c'est pour les biens fondés de la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que moi en tant que maître du jeu, je vais enlever l'effet endormi, et on va partir du principe que il n'a pas été affecté, donc il est toujours debout sans problème. Voilà. Donc, c'est à qui de jouer, justement? Si je passe le tour des Léonards, c'est au chef gobelin. Donc le chef gobelin, qu'est-ce qu'il fait?
il décide de s'avancer le maximum pour engager au corps à corps les adversaires. Il est armé d'une épée et d'un bouclier. Donc il va faire une première. Il a lui aussi droit à 2 actions par tour. Donc il va choisir de faire une première action de mouvement. Donc 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme il n'est pas encore au corps à corps, il ne peut pas le taper avec l'épée, donc il va dépenser cette deuxième action, aussi en action de mouvement, pour faire un déplacement, mais il fait un seul mouvement. Voilà. Je vais effacer d'ailleurs les lignes et les cercles que j'ai créés avec Léonard, parce que comme ça sera moins gênant au niveau de l'affichage. Et on va enlever également la target de Zakirel, comme ça sera moins gênant aussi pour l'affichage. Voilà. Donc, le chef gobelin est au corps à corps de Zakirel, et par contre il n'a pas d'autres actions permettant de le taper, ce sera qu'à partir du prochain tour. Donc on va voir ce que font les prochains protagonistes de ce combat. Donc, tour suivant, c'est le tour de ce gobelin-là, bah, il se trouve qu'il est endormi, donc il ne fait rien. Ensuite, c'est au tour de Zakirel. Alors Zakirel, il est au corps à corps face au chef gobelin, et ça c'est pas terrible. Enfin, c'est potentiellement dangereux, donc qu'est-ce que va faire Zakirel? Il va commencer par lâcher son arc, et donc lâcher une arme, c'est une action libre. On a vu tout à l'heure, je l'ai indiqué qu'au cours d'un round, on a le droit de faire une action de mouvement et une action simple, ou une action simple et une action de mouvement, ou alors 2 actions de mouvement, ou ce qu'on appelle une action complexe qui prend tout le tour, qui consomme les 2 actions. Ça, ce sont des thèmes, hein, des catégories, mais parmi les actions de mouvement, il y a plein d'actions de mouvement différentes qu'on peut faire. Les actions simples, il y a plein d'actions simples qu'on peut faire, et les actions complexes, il y en a un certain nombre qu'on peut faire. Il faut lire le chapitre sur le combat pour savoir quelles sont les possibilités. Alors là, on en voit quelques-unes au cours de ce combat. Ce que va faire Zakirel, comme je disais, c'est que il va pas forcément tout de suite faire une action simple ou une action de mouvement ou une action complexe, mais il faut savoir que vous avez le droit de faire autant d'actions libres que vous voulez chaque tour. On a dit tout à l'heure que parler, par exemple, c'était une action libre. On peut parler autant qu'on veut, du moment que c'est pas échafauder un plan de bataille pendant 3 minutes, alors que le round dure 6 secondes. Lâcher un objet, par exemple, c'est une action libre très courante qu'on peut faire. Donc il lâche son arc, l'arc tombe au sol sur cette case-là. Moi, en tant que maître du jeu, je le note. Voire même, je peux le dessiner sur la carte, avec une petite croix, etc. Et Zakirel, du coup, va choisir de dégainer ses armes. Donc il dégaine, puisqu'il combat à 2 armes, donc il dégaine son épée et sa hachette. Et il va ensuite après, du coup, donc ça, dégainer des armes, c'est une action de mouvement. Donc du coup, dégainer une ou 2 armes de corps à corps à la fois. Et donc du coup, il ne peut faire qu'une action simple derrière, qui est de faire une attaque. Lorsqu'on fait une action simple, on ne fait qu'une attaque, pas plus. Donc il fait une attaque avec sa main directrice, sa meilleure main, on va dire. Et donc il attaque avec son épée longue, qui est une petite épée longue magique, sur le chef gobelin. Il le touche, il fait même un très bon jet, et donc derrière, il fait un jet de dégâts sur le chef gobelin, qui se prend 6 blessures. Donc le chef gobelin est considéré comme étant blessé, comme vous pouvez le voir sur le combat de tracker. Son statut effectivement a changé. Maintenant, après avoir fait ce jet d'attaque de la part de Zakirel, il faut savoir que lorsque on ne se déplace pas pendant le tour, c'est-à-dire que les actions de mouvement permettent entre autres de se déplacer, mais pas que, mais lorsqu'on n'a consommé aucune action de mouvement pour se déplacer, ce qui est le cas, j'ai fait une action de mouvement pour dégainer des armes et une action simple pour attaquer, eh bien, un personnage qui ne s'est pas déplacé durant un tour a le droit à ce qu'on appelle un pas de placement. Un pas de placement, c'est une action rapide. On a le droit de faire qu'une seule action rapide par tour. Du coup, j'ai un doute si le pas de placement est réellement une action rapide ou une action libre limitée à une seule fois. Je suis en train de vérifier. Non, c'est. Le pas de placement, c'est une action libre limitée à une seule fois.
c'est pas une action rapide. Donc c'est voilà, c'est une action qui ne prend aucun temps, et du coup ça permet au personnage d'aller sur une case adjacente. Donc il pourrait aller là, ou il pourrait se reculer pour plus être au contact du gobelin, du chef gobelin, mais il n'a pas envie non plus que Léonard se fasse taper, donc du coup voilà, il reste quand même ici, il va même se positionner par là pour petit à petit voilà, tourner autour, essayer peut-être de, pourquoi pas, de prendre en tenaille le chef gobelin, on va voir ce que c'est. Le gobelin 4, du coup, il dort. Donc je passe au suivant. Le gobelin 1, il est en train d'agoniser, je passe. Du coup, il y a un jet de dégâts qui se fait, il n'a pas réussi à se stabiliser, il prend un point de dégâts supplémentaire, le gobelin qui est en train d'agoniser. Le gobelin 2, je rappelle, hein, il était avec son arc, et du coup, bah, il va tenter de tirer de nouveau sur Zakirel. Alors le problème quand il va tenter de tirer de nouveau sur Zakirel, c'est que un de ses compagnons, à savoir le chef gobelin, est engagé au corps à corps avec Zakirel. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Lorsque quelqu'un tente de tirer sur quelqu'un qui est engagé au corps à corps avec un de ses alliés, on a un malus de 4 pour tenter de le toucher. C'est un malus qui peut être retiré via un don qui s'appelle tir de précision. Voilà, donc comme quoi les dons peuvent permettre de faire plein de choses diverses et variées dans différents domaines, mais il y en a beaucoup de dons de combat. Et donc là, par exemple, le gobelin pourrait tenter effectivement de tirer avec une flèche, mais avec un malus de 4, et donc du coup, il a peu de chance de toucher Zakirel. Donc on va partir du principe que le gobelin ne va pas faire ça, mais ça m'a permis en tout cas de vous expliquer ce que ça donnerait si jamais il avait choisi de faire ça. On va partir du principe que le gobelin choisit de lâcher son arc lui aussi, et d'aller à la rencontre de Zakirel. Donc du coup, il va lâcher son arc, et il va se déplacer comme ceci par exemple, pour tenter de le flanquer un petit peu, et bah, ça fait moins de 6 cases sur une action de mouvement, et comme il est assez performant dans le combat, ce gobelin, bah, en fait il a une action qui est possible, c'est on a le droit de dégainer une arme pendant une action de mouvement, pendant un déplacement d'une action de mouvement, on a le droit de dégainer une arme si on a un bonus de base à l'attaque de plus 1 ou plus. C'est le cas du gobelin, du coup bah, il dégaine son épée courte pendant qu'il se déplace, et voilà, il se passe sur le flanc de Zakirel pour tenter de le menacer. Et derrière, vu qu'il a lâché son arc, c'est une action libre, il a fait juste une action de mouvement déplacement, mais il lui reste une action supplémentaire qu'il peut faire. Il choisit de faire une action simple qui est de donner un coup d'épée à Zakirel. Donc c'est parti pour le coup d'épée. Il rate, bah c'est ballot. Donc du coup, il a fait toutes ses actions, c'est à la personne suivante. Donc c'est à Léonard de jouer, Léonard qui du coup va tenter de prêter main forte à son compagnon d'armes, parce que les autres sont en train de dormir de toute façon. Donc Léonard, il va lancer un sort d'agrandissement à Zakirel. Donc du coup, le sort d'agrandissement, on peut le lancer à une personne qui est très proche, c'est-à-dire, si je dis pas de bêtises, c'est 7,50 m plus 1,50 m par niveau. Oui, c'est ça, la conversion. Et donc, bah, il a la portée pour pouvoir cibler Zakirel. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, le sort de sommeil, j'ai oublié de le cocher pour dire qu'il était lancé. Alors, on est en mode combat, voilà, il a disparu. Donc le sort d'agrandissement, donc si jamais j'appuie sur la petite loupe pour voir, donc je peux dire comme quoi je lance le sort d'agrandissement, voilà, dans le chat. Et derrière, ensuite, après, bah, vu que c'est un buff pour un allié, il n'y a pas besoin de faire de sauvegarde. Donc on va ouvrir le petit texte pour savoir qu'est-ce que ça fait comme effet. Bon, bien sûr, je rappelle, vous avez accès à la traduction française sur le site, pour tous les sorts de Pathfinder, et avec les bouquins PDF. Si c'est un sort qui a été intégré depuis les Royaumes oubliés, bah, il sera en français directement dans la liste de sorts. Donc ce sort, en fait, ça permet donc à Zakirel plusieurs choses. Premièrement, il gagne une catégorie de taille. Ça veut dire que Zakirel, en fait, bah, il se retrouve à être un personnage voilà, de taille G. Donc du coup, il se met à prendre 4 cases. Si elles sont pas occupées, il peut rester comme ça temporairement, mais à son prochain déplacement, il devra choisir 4 cases sur lesquelles se placer. Ce qu'on va faire également, c'est pour que ça soit bien visible correctement, on va
on va changer, enfin moi en tout cas en tant que maître du jeu, je vais changer au niveau de Zakirel la place qu'il occupe techniquement sur le plateau de jeu. Voilà, donc là normalement je l'ai changé, donc en gros voilà, la conséquence que l'on voit sur la taille que prend Zakirel, comme vous pouvez le voir, c'est que il y a un encadré qui est autour de lui, qui montre que en fait, le fait d'être plus grand, ça a augmenté également son allonge, c'est-à-dire que maintenant, toutes les cases, avant c'était uniquement les 8 cases adjacentes à sa case, maintenant c'est toutes les cases qui sont grises là, qui sont foncées, il peut attaquer n'importe qui est dans n'importe laquelle de cette case, au niveau de la portée de son arme. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, il a un bonus de plus 2 à la force. Donc sur la feuille de personnage de Zakirel, bah voilà, le joueur qui joue Zakirel, il va effectivement ajouter 2 à sa force. Par contre, qu'est-ce que nous dit également le sort? Il perd une pénalité de 2 en dextérité. Pareil, ça il le modifie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a une pénalité de moins 1 au jet d'attaque et à la classe d'armure, à cause de sa taille qui est plus grande. Quand on est plus grand, on est plus balourd et on est moins agile. Donc en gros, Zakirel, il doit sur sa feuille de perso dire qu'il a un malus de 1 à la classe d'armure, et il a un malus de 1 à tous ses jets d'attaque au corps à corps et à distance. Voilà. Quoi d'autre? Bah, ça a l'air d'être bon, après le reste c'est de l'explication, explication. Donc voilà, on a fait les éléments. Donc en gros, qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça veut dire qu'effectivement, il est un peu plus facile à toucher à cause du fait qu'il a perdu 2 points de dextérité et un malus sur sa classe d'armure, de taille. Donc ça veut dire il a 2 points de moins sur sa classe d'armure, Zakirel. Par contre, il a gagné 2 en force, donc ça veut dire qu'il a plus 1 point de dégâts et plus 1 point de toucher. Mais par contre, il y a un malus de taille qui fait qu'il a moins 1 en toucher, donc en gros ça s'équilibre. Donc au final, Zakirel, il se retrouve à être d'une taille en plus, donc il pèse plus lourd. Il a surtout une portée d'attaque plus élevée. Il a 1 point de dégâts supplémentaires sur ses attaques. Et il a moins 2 à sa classe d'armure, dû à sa taille. Donc on pourrait croire qu'il y a plus de malus que de bonus à faire ça, mais en fait, ce qui est important, c'est que Zakirel, du coup, protège plus facilement ses compagnons d'armes, parce qu'il faut faire le tour pour pouvoir l'attaquer. Donc dans des couloirs et tout ça, ça peut être bien. Ça lui permet aussi d'attaquer des créatures qui tentent de partir, parce que, bah voilà, enfin, pas forcément qu'ils tentent de partir, mais en tout cas, il peut attaquer des créatures qui sont dans toute cette zone qui est grisée tout autour de lui. Et un effet qui est assez intéressant, imaginez par exemple que ce gobelin-là soit valide, qu'il puisse attaquer, et bien, en imaginant que le maître du jeu utilise ce gobelin et qu'il le fasse venir jusque-là, là, il rentre dans l'espace contrôlé par Zakirel en taille G, et si jamais il tente encore de se rapprocher pour pouvoir l'attaquer, il y a une règle qui dit que lorsque un personnage ou une créature quitte une case contrôlée par un adversaire, cet adversaire a le droit de faire une attaque d'opportunité. Par contre, il ne peut en faire qu'une par tour, sauf s'il a un don spécial qui s'appelle attaque multiple. Voilà, la case qui est ici, elle est contrôlée parmi toutes les cases contrôlées par Zakirel de taille G. Et donc du coup, bah, au moment où le gobelin continue à avancer pour aller au corps à corps pour pouvoir lui mettre un petit coup de lance, bah en fait, Zakirel, bah lui, il a l'opportunité de lui taper dessus parce qu'il a quitté une des cases qu'il contrôle. Là où la plupart du temps, quand on est de taille normale, les gens quittent les cases qu'on contrôle lorsqu'ils tentent de fuir, ou lorsqu'ils tentent de vous contourner, de passer à côté de vous. Mais là, pour le coup, bah, le simple fait de vouloir aller au corps à corps de Zakirel, bah, ce petit gobelin, en fait, il est obligé soit de se prendre une attaque d'opportunité, soit de s'arrêter ici, de passer son tour, et à partir du prochain tour, de faire un pas de placement pour pouvoir attaquer Zakirel. Pourquoi? Parce que le pas de placement ignore les attaques d'opportunité. C'est une règle spéciale du pas de placement. Le petit pas qu'on peut faire si on ne s'est pas déplacé du tout du tour. Or, le gobelin, il s'est déplacé pendant ce tour, donc il doit soit s'arrêter là, soit continuer jusqu'ici en risquant une attaque d'opportunité. Voilà pour ce point précis, et donc
Voilà, Léonard a lancé ce sort d'agrandissement sur Zakirel, et il décide de se décaler avec un petit pas de placement, vu qu'il s'est pas déplacé du tour, pour se cacher voilà, un petit peu plus derrière le rocher. Alors pourquoi est-ce qu'il peut se cacher derrière le rocher? En fait, on considère que sur une case donnée, si plus de 50% de l'air de la surface de cette case est libre, cette case est exploitable. Par contre, si plus de 50% de l'air de cette case est occupé par quelque chose, ben on peut pas exploiter cette case, on peut pas aller dessus, sauf si on fait de l'escalade ou un truc comme ça. Donc là, il se positionne là, contre le rocher, parce qu'il y a plus de la moitié de la case qui est libre, au niveau du décor. Voilà, il a fini son tour, donc Léonard passe son tour, c'est au tour du chef gobelin de jouer. Donc le chef gobelin, qu'est-ce qu'il fait il va tenter de désarmer Zakirel, par exemple. Alors qu'est-ce que c'est que tenter de désarmer quelqu'un? C'est une action qu'on appelle une manœuvre de combat, puisqu'en fait, si vous regardez donc sur le site internet les différents éléments, il y a des actions spéciales qu'on appelle les manœuvres de combat, et il y a donc la bousculade, le croc en jambe, le désarmement, la destruction, entraînement, qui n'est pas utilisé parce que c'est un truc de supplément, de bouquin à supplément, lutte, renversement, et voilà. Les autres également, c'est des trucs que je n'utilise pas. Donc en gros, ces éléments-là, par exemple, un désarmement, si je rentre dedans, il y a tous les points de règle qui disent comment ça se passe, et bien sûr, comme son nom l'indique, ça permet de tenter de désarmer son adversaire. Donc ce qui se passe au niveau du combat, c'est que le chef gobelin, il n'est pas spécialement expert en désarmement, parce qu'il y a des dons qui permettent d'être doué dans ces manœuvres de combat, mais il tente de le faire. Du coup, il fait un jet spécifique pour le désarmement, mais avant de le faire, vu qu'il n'est pas expert dans cette démarche, il subit une attaque d'opportunité. C'est-à-dire que là, Zakirel, s'il le souhaite, vu que son adversaire essaie de faire quelque chose d'un peu spécial, il a le droit de tenter, voilà, de façon opportuniste, un coup dessus. Je vais volontairement ne pas le faire pour pouvoir vous montrer les exemples, mais voilà, il aurait le droit effectivement de faire un jet d'attaque sur le chef gobelin pour tenter effectivement de le blesser. Donc admettons qu'il fasse le jet d'attaque et qu'il rate, Zakirel, et donc du coup le chef gobelin continue ce qu'il est en train de faire, et donc il tente un désarmement, donc le chef gobelin va utiliser son degré de manœuvre offensive, son bonus de manœuvre offensive, le BMO en français, qui en anglais se trouve être le CMB. Donc vous l'avez sur la feuille de personnage de Léonard, hein, si on va dans la partie combat. Le CMB de Léonard, il est tout pourri, il est de -1, mais le CMB donc, du chef gobelin est certainement meilleur pour pouvoir tenter de faire ce désarmement. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir si le chef gobelin réussit. Hop. Donc le maître du jeu va faire un G. Voilà. Et il indique donc au joueur que le chef gobelin n'a pas réussi. Si le chef gobelin avait réussi, puisque c'est un jet de dés qui est comparé au degré de manœuvre défensive de Zakirel, là on voit que notre ami Léonard, il a un degré de manœuvre défensive de 11, puisqu'en anglais c'est CMD. Donc si jamais le chef gobelin avait ciblé Léonard et qu'il aurait fait 11 ou plus, avec son jet de CMB, ici, il aurait réussi à désarmer Léonard. Bon là il se trouve qu'il a ciblé Zakirel et il a fait un jet qui n'est pas suffisant par rapport au CMD, le degré de manœuvre défensive de Zakirel, donc il n'a pas réussi à le désarmer. Si ça avait été le cas, Zakirel effectivement aurait perdu l'une de ses armes, celle qui avait été visée par le chef gobelin. J'ai oublié de le dire, quelle arme il visait, ça aurait été certainement l'épée, quoique, peut-être la hache, enfin bref. C'est un cas particulier que Zakirel utilise deux armes au combat, mais s'il n'y a qu'une arme en main, c'est facile, il n'y a pas besoin de la désigner. Mais là, c'est vrai que le chef gobelin, j'aurais dû penser à désigner une arme. Donc voilà, le chef gobelin n'a pas réussi à faire ça. Le chef gobelin décide de faire un petit pas de placement. Voilà, pour tourner un petit peu autour de son adversaire. Pour l'instant, ça n'a aucune conséquence.
Et il donne l'ordre à son gobelin, il lui gueule dessus, il fait « Prends-le à revers !» Et donc, il dit ça en gobelin, bien sûr, donc seuls les personnages qui savent parler le gobelin comprennent l'ordre et la tactique que vient de dire le chef gobelin à son gobelin. Donc, on passe au gobelin 3 qui dort, on passe à Zakirel. Zakirel qui, du coup, fort de son bonus de taille... Ah oui, il y a un autre élément que j'ai oublié de dire pour le bonus de taille, c'est que votre arme, enfin vos armes augmentent d'une catégorie de taille. Ça veut dire qu'elles font plus de dégâts. Tout simplement. Au lieu de faire un D6, elles font un D8, au lieu de faire un D8, elles font un D10, etc. etc. Donc c'est important de prendre en considération. Il y a un point de dégâts en plus grâce à la force, mais les armes font plus mal aussi. Donc du coup, Zakirel, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va faire une attaque à outrance. C'est-à-dire que il choisit de dépenser son tour complet pour faire une attaque à outrance de type j'attaque avec toutes mes attaques disponibles. Donc il ne fera pas une action simple d'un côté, une action de mouvement de l'autre ou deux actions de mouvement, il fait une attaque à outrance. Il fait une action complexe, pardon. Je vais me réexprimer, donc Zakirel décide de faire une action complexe qui s'appelle l'attaque à outrance, qui consiste à attaquer avec toutes ses attaques. Donc au lieu de faire deux actions de mouvement ou une action de mouvement et une action simple, il fait une action complexe qui s'appelle l'attaque à outrance. Voilà. Du coup, il a le droit d'attaquer avec toutes ses attaques disponibles. Et le Zakirel qu'on a là, en fait, c'est simple. Il a le droit à une attaque avec sa main directrice et une attaque avec sa main non directrice. Il n'est pas assez expérimenté pour avoir plus d'attaques avec le fameux bonus de plus 6 qui donne lieu à une autre attaque avec un bonus de plus 1. Il n'est pas assez expérimenté pour avoir ça, pour le moment. Mais voilà, il peut faire deux attaques. Donc il va commencer par son attaque avec sa main directrice, c'est-à-dire il manie l'épée longue dans celle-ci. Et donc, c'est parti pour le jet d'attaque qui est meilleur qu'avant, qui est moins bon qu'avant, puisque il a un... Non, il est neutre même, puisqu'il avait un malus de toucher dû à sa taille et un bonus de toucher dû à sa force. Donc du coup, il touche le gobelin, il a attaqué le chef gobelin, il le touche, et donc du coup, il lui fait un jet de dégâts, et là, le jet de dégâts, du coup, change, puisque au lieu de faire un jet d'un D8, qui est le dé de dégâts d'une épée longue, vu qu'il est sous l'effet du sort d'alourdissement, il jette un D10. Bon, c'est une correction à faire au niveau des actions de son personnage, il faudrait qu'il crée les mêmes attaques avec un D10. Mais pour la simplification de ce combat, je vais juste jeter un jet de dégâts normal. Mais normalement, ça devrait être effectivement un jet de dégâts avec un D10 à la place d'un D8. Bon, je jette le jet de dégâts sur le gobelin, sur le chef gobelin, et là, Zakirel inflige 12 blessures au chef gobelin, ce qui, du coup, fait qu'il est pas mal blessé, ce chef gobelin, comme vous pouvez le voir dans le combat de tracker. Il est heavy en blessure. Mais c'est pas terminé. Grâce à sa hachette, qui est dans son autre main, vu qu'il a choisi de faire une attaque à outrance, il peut faire du coup un jet d'attaque avec son autre main. Et il décide de faire un jet d'attaque cette fois-ci sur le gobelin. Il pourrait faire les deux sur le chef, mais il va faire le petit coup de hachette sur le gobelin. Eh bien, manque de bol, son jet a raté, et donc il n'a pas touché le gobelin. Ça aurait été pareil sur le chef du coup. Voilà pour ça, et il ne décide de faire aucun pas de placement, il est bien où il est. Donc Zakirel décide de terminer son tour. C'est au tour du gobelin 4 qui est en train de dormir, et du gobelin 3 qui est en train de dormir aussi. Alors on n'en a pas parlé, hein, mais... et puis il est en train de perdre des points de vie encore, parce qu'il va pas rester stabilisé. On n'en a pas parlé, mais le sort de sommeil de notre ami Léonard, ça dure combien de temps? Eh bien ça dure 1 minute par niveau. Donc comme il est magicien niveau 1, ça dure 1 minute. Et 1 minute, quand vous divisez par 6 secondes pour chaque tour, ça veut dire 10 tours. Donc tant qu'on n'aura pas terminé le 10e tour de combat, si vous regardez sur le combat tracker, on est au tour 3, et oui, ça fait longtemps qu'on discute, mais en fait on est qu'au tour 3, c'est pour vous dire que les combats prennent du temps, hein, par rapport à la réalité. Donc du coup on est qu'au tour 3, donc ça veut dire que le combat n'a commencé que depuis 12 secondes, et là on est en train de faire les 13, 14 et 15, etc. jusqu'à 18 secondes. Donc voilà,
on a fait que 12 secondes de combat. Donc le gobelin 2, il va tenter de faire ce que son chef lui a demandé de faire, c'est-à-dire qu'il va faire le tour. Et pour cela, comme il est un petit peu futé, ce gobelin, il décide de faire une action, ce qu'on appelle une action complexe, elle aussi. Donc il utilise tout son tour pour faire une action complexe qui s'appelle la retraite. Cette action complexe, qui est dans les règles, lui permet d'éviter une attaque d'opportunité sur la première case qu'il quitte. Parce que je rappelle, quand on quitte une case qui est contrôlée par un adversaire, on prend une attaque d'opportunité. Donc du coup, le fait de quitter la première case, ben, il ne prend pas d'attaque d'opportunité. Par contre, comme on peut le voir, ben, c'est ballot pour le gobelin, l'allonge de Zakirel lui permet aussi de contrôler la nouvelle case dans laquelle il est. Donc lorsqu'il va quitter cette case-là, il va quand même pouvoir faire une attaque d'opportunité. Donc le gobelin quitte l'autre case, et donc il peut faire une attaque d'opportunité. Je ne vais pas la faire pour pouvoir continuer le combat et vous montrer un certain nombre de choses. Et on va partir du principe, parce que là malheureusement l'image que j'ai choisie pour le combat n'est pas assez profonde vers le bas, partir du principe qu'il se déplace sur les cases qui sont en dessous de celles qui sont présentes, et pour réapparaître hop, dans le dos de Zakirel. En fait il a fait un petit tour, quoi, pour essayer de se repositionner, pour prendre en tenaille le demi-elfe, comme lui a ordonné de faire son chef. C'est au tour de Léonard qui décide de faire une action de mouvement pour se positionner par ici. Voilà. Il va s'arrêter ici. Et il va tenter de faire un rayon de givre sur son adversaire. Oula. J'ai fait des clics là où il fallait pas. Préparation, tac tac, il me reste ces deux-là. Ouais, non, tout va bien. Hop, hop. Voilà, donc il a un sort de graisse qui est toujours disponible. Ah oui, j'ai oublié. Si je suis en mode combat. Voilà, il me reste juste le sort de graisse. Parce que le sort d'agrandissement, je l'ai lancé tout à l'heure et j'ai oublié de le cocher. Comme quoi, hein, même les meilleurs ont des défauts. Du retard à l'allumage. Bon, après, bon, j'essaye de décrire plein de choses, et c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le moment. Si j'avais été juste joueur, j'aurais certainement pensé juste après. Avoir lancé le sort, à le cocher. Donc en gros, voilà, il lui reste qu'un sort de graisse, il a pas envie de s'en servir juste sur une seule créature, il va plutôt tenter de faire des dégâts. Donc il va décider d'utiliser un de ses sorts de niveau 0, qui, je rappelle, quand on les utilise, ne disparaissent pas de la mémoire. Du coup, bah, j'aurais pas le problème d'oublier de le cocher. Donc il va faire un rayon de givre. Le rayon de givre, du coup, c'est une attaque un petit peu comme un tir à l'arc, dans le sens où il faut faire un jet pour toucher, mais c'est un jet de contact à distance. Rappelez-vous, j'avais indiqué dans une vidéo précédente que pour les sorts de magie, on n'a pas besoin de transpercer l'armure, le bouclier ou l'épaisseur de la peau ou des écailles d'une créature. Il suffit juste de toucher. Bah, c'est le cas pour le rayon de givre. Et donc, il faut que j'arrive par contre à cibler mon adversaire, donc c'est comme pour une attaque à distance, je vais faire un clic droit, pointeur, draw arrow, et à partir d'une des 4 cases de mon personnage, je choisis à partir d'où je tire, entre guillemets, mon rayon. Et donc, depuis la case de départ, je dois être capable de pointer les 4 coins de mon adversaire sans rencontrer d'obstacle. Sinon, je vais avoir un malus de 4 dû à un abri, ou alors si j'arrive à en pointer aucune, bah, c'est que je peux tout simplement pas lui tirer dessus. Donc là tout va bien, j'arrive à pointer les 4 sans problème, donc du coup il y aura rien pour protéger le chef gobelin, à part son éventuelle capacité à esquiver les coups, un éventuel champ de protection magique s'il en a un, mais en tout cas ni son armure, ni son bouclier, ni l'épaisseur de son cuir, ni un éventuel abri ne peuvent le protéger contre mon attaque de rayon de givre. Comment ça se passe? Bah, je vais prendre la petite loupe pour voir qu'est-ce qu'il y a, donc je casse mon rayon de givre. Voilà. Et ça lance tout de suite une attaque de toucher. Sauf que j'ai oublié de sélectionner le chef gobelin avant, donc je vais faire un contrôle-clic pour le sélectionner.
Et si vous me l'accordez, je vais recliquer sur l'action pour relancer le jet d'attaque, même si normalement j'aurais dû garder le premier jet effectué. Le maître du jeu a dit bah ça touche pas. Donc je vais le refaire quand même, histoire de. Voilà, j'ai raté, donc je vais le refaire. Voilà, parce que ce que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça touche. Parce que quand ça rate, bah ça rate, et puis c'est tout, c'est fini. Il passe son tour parce qu'il a fait un déplacement plus un sort. Déplacement, action, mouvement, sort, action simple. Et donc il a fait 2 actions et il passe son tour, le Léonard. Mais là, bon, donc il a touché, du coup il a l'opportunité de faire les dégâts de son sort. Et donc du coup, bah, je peux cliquer sur la petite goutte de sang pour lancer les dégâts qui sont préenregistrés ici. Hop, et ça fait un jet de dégâts. Et donc là, j'ai infligé un dégât de type froid, c'est-à-dire cold en anglais, au chef gobelin, qui a pris une blessure de plus. Voilà pour ce sort, pour lequel il n'y a pas de jet de sauvegarde. Parce que c'est un sort qui fait très peu de dégâts, il n'y a pas de jet de sauvegarde. Mais après, pour d'autres sorts de niveau 1 et supérieur, bah, il y a de fortes chances que le chef gobelin aurait pu faire un test de réflexe pour tenter de minimiser les dégâts reçus. Ça aurait été minimisé de moitié. Mais voilà, donc du coup j'ai réussi mon rayon de givre, et du coup bah, ce sort ne disparaît pas de ma mémoire, puisque ce sont des sorts de niveau 0, ce sont des petits sorts faciles à mémoriser, donc du coup on les perd pas de sa mémoire, et on peut s'en servir autant de fois qu'on veut, jusqu'à ce qu'on prépare de nouveaux sorts. Voilà, c'est fini pour le tour de Léonard, et donc c'est au tour du chef gobelin, qui va faire un petit pas de placement, parce qu'il a vu que son copain... son sbire gobelin a réussi à faire le tour comme ordonné, donc il fait un pas de placement, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, les pas de placement. Par contre, le fait d'avoir fait un pas de placement tout de suite, ça veut dire qu'il n'aura pas le droit de se déplacer pour ce tour. Il aura le droit de faire aucune action de mouvement lui permettant de se déplacer. Et là, du coup, ce chef gobelin, bah, il est en position de tenaille. Alors qu'est-ce que c'est que la tenaille? C'est le fait que pour une créature d'une taille normale ou une créature d'une taille plus grande, comme ici, je vais prendre un autre exemple avec les gobelins qui sont en train de dormir, je vais les mettre à côté de Léonard. Vous voyez, là, Léonard est encerclé d'un côté comme de l'autre par deux gobelins. Donc en gros, lorsqu'il y en a un de chaque côté par rapport à son personnage, il est prêt en tenaille. Ça a pour conséquence, lorsque quelqu'un est prêt en tenaille, que les assaillants bénéficient d'un bonus de plus 2 pour faire leur jet d'attaque sur lui, et que si quelqu'un peut faire des attaques sournoises, eh bien il y a droit. Voilà ce que ça fait le fait de prendre en tenaille quelqu'un. Si j'avais les gobelins qui étaient présents comme ça, c'est aussi une prise en tenaille, puisqu'ils sont chacun d'un côté vraiment par rapport à Léonard. Maintenant, je vais replacer les gobelins à peu près où ils étaient, sans pour autant trop m'en souvenir, je crois que c'était comme ça. Maintenant, pour ce qui est de Zakirel. Zakirel est une créature de taille G pour le moment, comme si c'était un ogre, on va dire, entre guillemets, ou un cheval, puisque les chevals sont de taille G, prennent cette place-là. Le chef gobelin et le gobelin sont en prise en tenaille, quelle que soit la case qu'ils occupent parmi les deux cases de l'arête du carré. Donc par rapport à ce côté-là ou ce côté-là, ce qu'on appelle des arêtes en géométrie, bah, par rapport à cette arête, quelle que soit la position, s'ils sont comme ça, s'ils sont comme ça, s'ils sont en diagonale légèrement comme ça, ou en diagonale légèrement comme ça, eh bien c'est de la prise en tenaille. Par contre, si jamais il est là, c'est plus une prise en tenaille. Si jamais il est là, c'est plus une prise en tenaille. Il faut vraiment que ça soit en face. Si par exemple le gobelin est là, c'est plus du tout une prise en tenaille. Par contre, si le chef gobelin se positionne là, c'est de nouveau une prise en tenaille. Voilà. Donc pareil, si jamais la prise en tenaille est valide, à moins que le personnage ait une capacité spéciale qui lui permet d'éviter les prises en tenaille, ce qui est peut-être le cas de Zakirel, à son niveau, je sais plus, mais c'est pas très grave pour l'exemple, on va dire que non, eh bien le chef gobelin et le gobelin ont un bonus de plus 2 au jet d'attaque tant qu'ils maintiennent cette prise en tenaille. Donc le chef gobelin actuellement, si je veux effectivement appliquer ça, le maître du jeu va utiliser ici le modifieur, il va taper le chiffre 2, ce qui va lui permettre d'avoir un bonus de plus 2. Si jamais c'est un malus, il taperait moins et après le chiffre 2, pour un moins 2 par exemple. Donc là il appuie sur 2 et ça lui fera un bonus. Donc là je le fais avec la fiche de perso de Léonard, avec sa session, mais bien sûr là c'est le maître du jeu qui le fait de son côté pour jouer Zakirel. Donc le maître du jeu de son côté, effectivement, il va utiliser ce modifieur, et il va faire un jet d'attaque, oui,
il utilise le chef gobelin, pas Zakirel, là c'est le chef gobelin qui attaque. Et donc le chef gobelin, sa prochaine attaque avec son épée longue, son épée d'arme, elle a le bonus de +2. C'est parti. Il rate. Dommage. Donc là, ce que je vais faire pour vous montrer quelque chose que j'ai envie de vous montrer, c'est que je vais refaire des jets d'attaque jusqu'à ce que je réussisse à faire un critique. Je sais, c'est triché, mais le but, c'est de vous montrer, voilà, parfait, c'est de vous montrer ce que ça donne un coup critique. Donc là, le dernier jet que je viens de faire, j'ai fait 19, et je vous rappelle donc que l'épée d'arme, à savoir l'épée longue, que j'appelle épée d'arme, son bonus de sa plage de critique, c'est 19-20, et non pas 20 tout court. Donc sur un 19, j'ai potentiellement un coup critique, et j'ai fait 19 sur mon jet de dés, avec un +5 qui me fait 24 au total pour tenter de toucher. Donc non seulement je touche parce que je dépasse la classe d'armure de Zakirel, qui est apparemment égale ou inférieure à 24, puisque je l'ai touché, mais en plus le fait d'avoir fait 19 c'est un critique potentiel. Du coup, en tant que chef gobelin, je relance une nouvelle attaque, juste pour confirmer, c'est pas pour toucher une deuxième fois, c'est pour confirmer ou non le coup critique. Et ma deuxième attaque fait 17, et je touche. Ce qui veut dire que j'acquiers aussi l'information, au fur et à mesure du combat, que la classe d'armure actuelle de Zakirel, mon ennemi, si je suis le chef gobelin, est de 17 ou inférieur, puisque j'ai réussi à l'atteindre, ou à la dépasser. Donc ça me donne des informations petit à petit sur la capacité défensive de mon adversaire. Donc je touche, ça veut dire que le chef gobelin, du coup, a réussi à confirmer son coup critique. Ce qui veut dire que la prochaine fois que je vais lancer des jets de dégâts, mes jets de dégâts vont être doublés. C'est-à-dire, au lieu d'un D8 plus 2, je devrais pas vous le dire, hein, mais c'est ce que fait ce chef gobelin comme dégâts, au lieu d'un D8 plus 2, il va faire 2 D8 plus 4. Voilà, on voit que lorsque je lance les dés, effectivement, enfin non, vous ne le voyez pas, désolé, puisque c'est fait du côté du maître du jeu, mais en tout cas, eh bien, 14 blessures sont infligées à Zakirel, ce qui est un chiffre assez important. Voilà. Mais Zakirel, il est expérimenté, il a des points de vie, donc on peut voir effectivement via la petite pastille de couleur ou tout simplement le combat tracker que Zakirel, il est en bonne forme, hein, avec ses 45 points de vie, il a pris que 14 blessures, tout va bien. Eh bien, le chef gobelin a fait un pas de placement, il a fait une attaque, il peut faire une action de mouvement, mais il n'a pas le droit de se déplacer. Donc qu'est-ce qu'il y a comme action de mouvement qu'il peut faire mais qu'il n'a pas le droit de se déplacer? Il pourrait rengainer son arme, il pourrait lâcher son arme action libre et dégainer une autre arme s'il le veut, avec une action de mouvement. Là, on va dire que il va récupérer dans une petite sacoche qui est accrochée à sa ceinture, il va l'ouvrir et il va récupérer un objet alchimique qui est à l'intérieur dans le but de l'utiliser après. Donc il fait une action de mouvement qui consiste à fouiller dans un contenant, quoi, tout simplement. Sauf que le fait de faire ça, ça peut provoquer une attaque d'opportunité, quoi. Donc il faut faire attention en fonction des différentes actions qu'on fait. Donc le fait de fouiller comme ça pour prendre un objet porté sur soi, c'est risqué, parce que justement ça fait partie des cas où on se prend potentiellement une attaque d'opportunité. Il y a un élément qui permet de le savoir, que je vais vous montrer. Il faut que je bascule sur le site web. Donc les actions au combat, on a les différents types d'actions, actions simples, actions de mouvement, actions complexes, actions libres, actions rapides. Ce sont des choses que je vous ai parlé. Bon, il y a actions immédiates aussi. On a, alors où est-ce que c'est? Les valeurs de combat, déroulement d'un combat, initiative, indicateur de combat, je ne sais plus. Bon, je vais aller dans les actions de mouvement par exemple. Voilà. Et voici les différentes actions de mouvement qu'on peut faire: se déplacer, diriger ou rediriger un sort, dégainer ou rengainer une arme, manipuler un objet. Voilà. Fouiller dans sa sacoche, dans sa petite sacoche qui est accrochée à sa ceinture pour tenter de choper un objet alchimique. Ce que tente de faire le chef gobelin, c'est manipuler un objet. Ça permet de récupérer un objet dans un sac ou de l'y ranger, de ramasser un objet à terre, de déplacer un objet lourd ou d'ouvrir une porte. La table des actions de mouvement en combat propose des exemples de types d'actions et si elles provoquent oui ou non une attaque d'opportunité. Je vais cliquer là,
action de mouvement en combat. Voilà, j'ai donc ce chapitre action en combat, qui du coup, tiens, je vais essayer de le retrouver d'une autre manière. Alors, action en combat, est-ce qu'il est dans les éléments action en combat? C'est peut-être juste là en fait. Ouais, c'est le chapitre principal, ok, et ensuite après il y avait les sous-chapitres qui décrivaient chaque élément. Donc action en combat, ben, on voit pour les actions simples, toutes les actions simples possibles, en tout cas les plus utilisées, dans 99% des cas, et si ça provoque une attaque d'opportunité ou pas. Les actions de mouvement pareil, les actions complexes, les actions libres, les actions rapides, les actions immédiates, il n'y a pas grand chose en action immédiate, et ça, ça on s'en fout. Donc action mouvement, on avait dit, et on a dit prendre un objet porté sur soi, et on voit que oui, ça provoque une attaque d'opportunité. Donc, tout ça c'est des points de règle que le maître du jeu vous dira, et petit à petit vous gagnerez de l'expérience et vous saurez, vous vous en souviendrez. Donc nous, pour notre combat en cours, le chef gobelin il tente de prendre ça, donc ça permet à Zekirel de faire une attaque d'opportunité. Ce qu'il décide de faire, du coup Zekirel, hop, il se saisit donc de sa grosse épée longue de taille G, il attaque le chef gobelin et il rate. Voilà, comme quoi même les meilleurs peuvent rater. Donc l'attaque d'opportunité est un échec, et donc le chef gobelin réussit à choper dans sa main un objet qui semble être une fiole contenant un liquide un peu jaune-orangé. Voilà. Quoique la couleur, je sais pas trop. On va dire vert, tiens, plutôt vert. Ouais, vert. Comme dans Game of Thrones, vous allez voir. C'est au tour d'un gobelin qui dort, et c'est au tour de Zekirel. Bah, c'est à Zekirel de jouer, du coup il va peut-être pas laisser le temps au chef gobelin d'utiliser cette espèce de fiole là, de flasque qui vient de sortir de sa sacoche. Hop, il se démonte pas, il va faire une action d'attaque à outrance. Donc c'est une action complexe qui prend tout son tour. De nouveau pour attaquer avec ses deux armes. Donc du coup il refait une attaque avec son épée longue. Et il fait un 1. C'est un échec automatique. Alors, il existe des règles personnalisées pour avoir des effets négatifs lors des échecs, mais moi, j'ai pas de table pour les effets positifs et négatifs d'une réussite automatique ou d'un échec automatique. Donc, je me contente de décrire l'humiliation d'un échec. Donc, généralement, voilà, là, il fait un coup d'épée qui frappe le rocher à côté et qui revient dans sa tête, lui heurtant le front, heureusement ne le blessant pas, mais voilà, c'était une action avec sa main droite qui a été de faire un coup de taille sur le côté, et en fait il s'est totalement foiré et il a failli se prendre la lame dans la tronche. Mais il se démonte pas, hein, il tente une action d'attaque par le flanc gauche avec la hachette. Et là ça touche, la hachette pénètre les chairs du chef gobelin qui hurle de douleur en se prenant 10 blessures supplémentaires, ce qui achève, c'est pas pour peu dire, ce qui achève de faire tomber donc le chef gobelin inconscient dans une mare de sang qui commence à s'étendre tout autour. Mais il n'est pas encore mort, encore une fois. Et donc ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes dans un tour de combat, à quasiment la fin du 3e tour, où en fait tous les membres d'une des deux factions de ce combat ne sont plus en état de se battre. Donc du coup on peut sortir du mode combat, on peut sortir du combat tracker, et en fait bah, là on pourrait très bien choisir tout simplement d'achever les créatures adverses. Et j'ai dit une bêtise puisqu'on a le gobelin numéro 2 qui est en dessous de Zakirel qui est toujours en vie. Donc c'est pas le cas. Hop, on va refaire un nouveau tour de combat, donc on vient de faire 18 secondes de combat, on arrive du coup au 4ème round de combat, donc lui il dort. Et il perd un point de vie, lui il dort. Non, il dort pas, c'est lui justement qui doit attaquer, le Gobelin 2, qui joue avant Léonard. Bah, Gobelin 2, on va dire que devant l'hécatombe autour de lui et son chef qui vient de tomber raide mort, il tente de fuir, donc il tente de quitter la case occupée par Zakirel. Et Zakirel, ça lui donne droit, vu qu'on est sur un nouveau round, un nouveau tour de jeu, il a de nouveau la possibilité de faire une attaque d'opportunité une fois par tour, donc il décide de la faire sur ce
sur ce gobelin, et il le touche, et il lui inflige suffisamment de blessures pour qu'il tombe, lui aussi, au sol, alors qu'il tentait de s'enfuir. Donc voilà, on arrive à ce que je disais, il y a tout un camp qui n'est plus en état de se battre, soit parce qu'ils sont en train d'agoniser, soit parce qu'ils sont avec un état préjudiciable qui les empêche de combattre. Ils sont inconscients. Donc du coup, ce que peuvent faire les aventuriers, c'est tout simplement achever tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut faire une action complexe, lorsque c'est au cours d'un combat, mais en dehors d'un combat, on n'a pas besoin de savoir que c'est une action complexe, qui est d'achever quelqu'un, et ça permet de faire directement l'équivalent d'un coup critique. Donc par mesure de simplification, souvent ce qu'on dit, voilà, c'est vous achevez les différentes personnes qui sont sans défense, donc voilà, quand tu plonges ton épée directement dans la gorge d'une créature, généralement, voilà, ça la tue sur le coup. Certains cas particuliers qui seront indiqués par le maître du jeu feront peut-être qu'effectivement une créature même sans défense ne meurt pas tout de suite, et donc le combat continuera jusqu'à ce qu'il se passe un certain nombre d'actions ou de conditions pour que vraiment le combat se termine par généralement la mort ou la fuite, ou le fait que les adversaires se rendent aussi, ça peut être ça. Donc voilà un petit exemple de combat un petit peu fait à l'arrache, hein, je l'avoue, mais qui permet d'avoir une première notion de comment faire des jets d'attaque, des déplacements, de faire une action de mouvement, une action simple, deux actions de mouvement, une action complexe, des pas de placement, jeter des sorts, tirer à l'arc, les lignes de vue, est-ce qu'il y a un abri, est-ce qu'il n'y a pas un abri, voilà. Ça vous aura permis de découvrir un petit peu le fonctionnement du, du combat, sachant que pour les exemples, c'est vrai que je me suis contenté d'un côté de gérer Léonard pour ses déplacements et ses sorts, et de l'autre côté, donc le maître du jeu à gérer Zakirel et les gobelins, mais si jamais Léonard avait dû faire un jet d'attaque avec une arme de corps à corps, et bien à ce moment-là, il aurait eu déjà besoin d'une arme de corps à corps, arme qui n'est pas présente dans le combat, ce qui est bizarre, hop, très certainement parce que dans l'inventaire, si, là pourtant, arbalète légère, arbalète légère, il y a un petit élément que je ne pitch pas, normalement lorsqu'on est en mode combat il devrait les voir. Mais bon, c'est pas grave, il peut passer en mode standard pour y quand même y avoir accès. Je crois que c'est, de mémoire, c'est qu'il faut quitter Fantasy Ground et le relancer pour que les attaques soient comptabilisées en mode combat. Il me semblait avoir identifié ça il y a longtemps, peut-être ça a été corrigé depuis. La réponse me viendra, mais pour le moment je l'ai pas là au moment où je vous parle, donc c'est pas grave. Il passe, au lieu d'être en mode combat, il peut passer en mode standard et il voit ses armes. Si Léonard avait été obligé de tirer avec l'arbalète ou avec la dague, ou d'attaquer avec la dague, il aurait fait ce qu'a fait Zakirel de son côté, c'est-à-dire qu'il aurait glissé son dé sur la tronche du chef gobelin pour faire un jet d'attaque avec l'arbalète, comme on peut le voir. Il aurait pu glisser, si jamais il était au corps à corps bien sûr, il aurait pu glisser son jet d'attaque de dague sur le chef gobelin pour faire une attaque à la dague, là il a raté aussi. Il aurait pu lancer sa dague avec cette ligne là sur le chef gobelin, à distance, voilà. Si jamais il tire avec l'arbalète, il coche une flèche à chaque fois, il coche un carreau à chaque fois qu'il a tiré, donc imaginons qu'il fasse un nouveau tir sur le chef gobelin. On va imaginer qu'il est là, hein, et que le chef gobelin est toujours en vie. Comme ça, il n'y a pas d'abri. Donc là, à 17, il a raté, donc voilà, il coche une nouvelle case. Et à chaque fois qu'il tire un carreau d'arbalète, il doit faire un jet de 1 descend, donc il fait un clic droit sur le D10, pourcentage, et si jamais il fait un chiffre inférieur à 50%, il ne récupère pas la flèche. S'il fait un chiffre supérieur à 50%, inférieur ou égal, et là s'il fait un chiffre supérieur à 50%, avec un G comme ça de pourcentage, il récupère la flèche. Donc là par exemple, ma première flèche que j'ai tirée, je la récupérerai pas, la deuxième flèche je la récupérerai. Par contre, si une flèche touche une cible, elle est forcément perdue. On ne pourra pas la récupérer pour s'en servir. Elle sera endommagée, quoi. Donc je vais refaire un nouveau jet d'attaque, voilà, j'ai encore échoué, donc je refais un jet de pourcentage à chaque fois. Et j'aimerais faire un jet d'attaque qui touche le chef gobelin.
Donc, vous avez vu, je glisse comme ça pour le jeter sur la tronche du chef gobelin. Ça permet d'être sûr de le cibler. Mais en fait, quand on regarde le combat tracker, je l'avais déjà ciblé avec un contrôle-clic. Donc quand il est déjà ciblé, je peux tout de suite juste faire un double-clic. Et ça me fait un jet d'attaque avec mon arbalète. Ah ben voilà. J'ai fait un jet d'attaque qui est un 20, donc c'est un toucher automatique quelle que soit la classe d'armure de mon adversaire. C'est-à-dire que si le chef gobelin a plus de 22 en classe d'armure, je le touche quand même parce que j'ai fait 20. Par contre, mon jet de confirmation de critique n'a pas fonctionné. J'ai pas réussi à confirmer. C'est un échec. Crit not confirmed. Donc vu que c'est pas confirmé, je vais me contenter d'une attaque normale. Donc juste un jet de dégâts. Et donc à ce moment-là, je prends mon jet de dégâts qui est ici, je le fais, soit en faisant glisser déposer, soit parce que j'ai le chef gobelin de sélectionner, juste à double-cliquer dessus, et je fais un jet de dégâts. Donc j'ai infligé 2 blessures au chef gobelin avec mon carreau d'arbalète. Voilà. Et à la fin du combat, selon le nombre de carreaux que j'ai tiré comme ceci, eh bien, je me serais noté sur un petit calepin, sur une petite note numérique ou un petit papier, le nombre de carreaux que j'ai réussi à récupérer grâce au jet d'un descent à chaque fois, si je fais donc plus de 50, et donc du coup, j'enlèverai, enfin je récupérerai des flèches, en fonction de celles que j'ai réussi à récupérer. Voilà, donc ça c'est les jets de dés que Zakiral a fait de son côté et que les gobelins et le chef gobelin ont fait avec leurs armes. C'est des jets d'attaque à distance, des jets d'attaque au corps à corps, et des munitions à comptabiliser. Là où Léonard, de son côté, lui, il s'est contenté de... et se déplacer, bien sûr, tout le monde, et Léonard s'est contenté de se déplacer et de lancer des sorts. On a vu un sort de zone qui fait un jet de sauvegarde, de volonté. On a vu un sort de boost d'un allié qui permet donc d'accroître ses capacités au combat. Et on a vu un sort offensif, bien que ce soit un sort de faible niveau, mais c'est quand même un sort offensif, qui consistait à faire... ce n'était pas un sort de zone, c'était un sort où il fallait faire un jet d'attaque de toucher à distance. Donc un petit rayon qui a touché donc, le chef gobelin et lui a infligé des dégâts de froid. Voilà, c'était le petit exemple un petit peu chaotique de combat. Certainement qu'un de ces jours, je referai une vidéo d'un combat un petit peu plus organisé de manière à ce que les choses soient mieux présentées. Mais voilà, je pense que ça permet quand même d'avoir une première vue de à quoi ça ressemble, comment ça marche, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de combat du tout. Voilà, en espérant que c'était pas trop brouillon quand même. Merci à tous d'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.